merci d'abord à Mme Bergeau donc, qui nous accueille dans son collège et qui nous héberge, on va dire, pour cette troisième et dernière séance de l'expérimentation donc Jean Réville. Peut-être Karine, tu nous fais un petit mot. Donc je vous présente Karine Do qui est coprésidente du C2D de la Cube et voilà, qui tenait à être là ce soir pour suivre ce qui s'est fait au cours de ce travail. Bonsoir à tous. Je voulais juste dire un mot d'introduction d'abord pour marquer l'intérêt ou renouveler la marque d'intérêt du Conseil de développement durable sur ce travail qui est mené sur Jean Réville, qui est un travail en autosaisine, c'est-à-dire un sujet que l'on a choisi d'aborder. Et c'est vrai que j'ai participé à ce groupe de travail, pas assez assidûment, mais en tous les cas, assez pour vous dire que la voie qui a été choisie de la réflexion est extrêmement riche, et je pense que vous avez pu le vivre au travers la balade, la marche, les différents ateliers auxquels certains d'entre vous ont pu participer. Et donc, Simon a mis en plein d'œil que ce ne serait peut-être pas la dernière étape. En tous les cas, on fera tout au sein du Conseil de développement durable pour porter ce travail à connaissance de tous pour faire avancer le sujet et puis faire réfléchir nos concitoyens sur les enjeux du genre et de la ville. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Karine. Donc oui, j'ai mis un petit peu d'interrogation puisque on est sur une expérimentation, donc on ne sait pas trop jusqu'où on va pouvoir aller, jusqu'où on va aller sur ce travail. Donc voilà, je présente rapidement ce soir les intervenants de notre soirée. Donc il y a Chris Blach qui est là, qui est sociologue, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de genre, et Jean-Pierre Charbonneau, qui est donc l'urbaniste consultant qui accompagne la communauté urbaine sur un de ses projets, et donc plus particulièrement la direction de la voirie sur un de ces projets dont ils nous parleront tout à l'heure. Donc voilà, la soirée va se dérouler comme ça, donc moi je vais vous faire un petit retour sur les deux premières phases de la démarche. On attend encore quelques personnes, je pense qu'ils vont arriver au compte-gouttes. Ensuite, je donnerai la parole à Chris Blach qui pourra, elle, se livrer à une lecture plus distanciée et plus décalée de notre travail parce qu'elle a été associée sur la fin et que je lui ai transmis les matériaux, donc elle est un peu hors sol sur cette démarche-là, mais justement, du coup, elle a un regard un peu neuf. On aura un petit temps d'échange avec vous, ceux qui ont participé, ceux qui découvrent et qui souhaitent poser des questions, s'il y a des matières à questions et si vous souhaitez avoir des compléments. Ensuite, Jean-Pierre Charbonneau donc, nous parlera du projet, on va dire, de rénovation des schémas de pensée, la voirie et l'espace public au sein de la Cube dans lequel notre travail s'inscrit. Et puis on finira par un échange libre de discussion entre donc, tous les participants et puis nous-mêmes. Donc voilà, juste je reviens un peu sur les gens de l'Ayurba dont Marie-Christine Bernard-Homme devait être là, donc c'était pour dire qu'on ne partait pas de rien donc, sur ces questions. On est un peu sur le... On a démarré sur cette étude fondatrice qui a été faite donc, par l'agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole et qui a questionné la façon que les femmes avaient de pratiquer la ville, les espaces et les équipements publics. Et donc on a rebondi, et cette autosaisine dont parlait Karine, s'est formée ou s'est fondée, forgée sur ce travail. On ne part pas non plus de rien, j'allais dire, au niveau européen, au niveau culture de l'urbanisme, culture de l'architecture et questionnement actuel de l'architecture. Je vous ai mis deux petites illustrations. Ça, c'est le modulor de Le Corbusier, un des pères de l'architecture moderne, et qui est en fait l'individu standardisé que Le Corbusier a conçu pour justement édicter un certain nombre de normes architecturales et urbanistiques. Et puis à côté, j'ai mis une campagne de sensibilisation qu'a fait la ville de Vienne, qui tendait à faire apparaître l'absence de la représentation des femmes, ne serait-ce qu'au niveau des pictogrammes qui, on va dire, jalonnent l'espace public ou les équipements publics.
Donc voilà, là c'était un petit clin d'œil. Ensuite, notre travail, il a été, on va dire, la méthodologie qu'on expérimente ici ensemble. On l'a pensé, nous, au niveau du C2D, à partir donc de méthodologies qu'avaient mis en place des femmes au Canada sur ce qu'on appelle les marches exploratoires, mais qui avaient une visée plus sécuritariste, hygiéniste, dans des quartiers très dégradés, où il s'agissait avant tout de travailler sur les qualités urbaines, mais en termes de sécurité, comment tout ça participait du sentiment de sécurité, de confort urbain. Et puis on a le guide d'urbanisme avec perspective de genre qui a été édité par la région de Murcie en Espagne, où là c'est des collectifs d'urbanistes femmes qui ont travaillé sur comment interroger la ville avec une perspective de genre et comment finalement repenser l'urbanisme avec cette attention particulière à finalement tous les individus qui ne correspondent pas au modulor de Le Corbusier, c'est-à-dire tous les individus qui ne font pas forcément 1m80 et qui n'ont pas tous les attributs qu'on prête à ce type de personnes. Donc voilà, notre travail il est un peu au carrefour de tout ça. Je rappelle un peu les principes méthodologiques qu'on s'était fixés pour ceux qui découvrent la méthode. Donc l'usage différencié de la vie entre les femmes et les hommes, ça c'était le constat. L'objectif c'était d'arriver à intégrer la problématique de genre dans, je dirais, le cadre de réflexion qu'on développe en amont du réaménagement des espaces publics, c'est-à-dire peut-être arriver à hisser la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes au même titre que la problématique environnementale, économie d'énergie ou circulation, mobilité, enfin, que la problématique de genre soit, on va dire, prise en compte dès l'amont des réflexions et pas comme un dernier aspect à traiter dans le cadre d'un réaménagement. Ensuite, notre méthode elle est inédite et genrée, dans le sens inédite pour une méthode participative parce qu'elle a essayé de dépasser, je dirais, les questionnaires un peu classiques et techniques et qu'on a voulu avoir une démarche en 3 temps qui était d'avoir une approche sensible, comment les gens, donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, vivaient la place Jean Jaurès, qui nous a servi donc de site test, on va dire. On a eu une deuxième séance plus prospective, plus tournée vers l'avenir, le demain, si je puis dire, où le but était donc d'être plutôt dans l'imaginaire, dans le rêve, qu'est-ce qu'on pourrait rêver pour cette place de Capéron, de Jean Jaurès. Et puis donc la troisième et dernière peut-être séance, ici ce soir, qui se veut être en tout cas un temps d'échange, de discussion entre les chargés de l'aménagement de la ville, que nous sommes techniciens de la communauté urbaine, et puis donc la maîtrise d'ouvrage, comme on dit, et puis les participants à l'expérience que vous êtes, maîtrise d'usage, comme on dit. Donc je rappelle juste aussi que les parties prenantes de cette expérience, donc c'est le C2D, c'est nous, c'est la direction de la voirie représentée ici par Nicolas Drouin et Jean-Pierre Charbonneau qui l'accompagne. Et on remercie aussi la ville de Mérignac dont les services n'ont pas pu être présents parce qu'on les a associés aussi assez tardivement et qu'ils ont des agendas assez contraints. Mais il y a Claude Baudry qui est là quand même ce soir, ça nous fait bien plaisir parce que ça va animer et nourrir les discussions. Voilà, et puis la Urba qui nous a aussi servi un peu pas de caution scientifique, mais Marie-Christine Bernard-Homme qui avait travaillé sur l'étude fondatrice dont je parlais tout à l'heure, je l'ai associée chemin faisant au travail, et elle a pu relire, donner son avis et parfois recadrer quand il y avait besoin. Donc ce soir je reviens rapidement en introduction donc sur les 2 premières étapes. Je vais vous donner des éléments de forme et de fond. Sur le fond, je vais peut-être dire pas des âneries, j'espère pas quand même jusque-là, mais c'est mon niveau d'analyse à moi, c'est du matériau brut qui nécessite évidemment tout un travail, on va dire, plus approfondi de relecture, de mise en perspective. On va être appuyé pour ça très prochainement par une doctorante qui est ici d'ailleurs, Floriane, qui est là en tant qu'observatrice, et à qui aussi on va donner tout ce matériau pour faire aboutir aussi cette analyse. Donc je reviens sur la première étape. On avait donc pour ambition
de savoir comment la place Jean Jaurès était vécue par les participants, les usagers, les habitants ou les simples usagers, ponctuels, quotidiens, on va dire. On avait prévu 2 horaires pour avoir un maximum de diversité, d'ambiance, d'occupation de l'espace. Et donc on avait prévu un temps de travail sur table et un temps de marche avec accompagnateurs et accompagnatrices. Donc tout au long de la démarche, comme vous l'aurez compris, on a travaillé avec groupes mixtes, non mixtes justement, avec des groupes de femmes, des groupes d'hommes. L'idée étant derrière de comparer et de voir un peu ce qui ressort dans le vécu, l'appréhension des uns, des unes et des autres. Donc voilà, juste une petite photo qui illustre. Donc ça, c'est les cartographies, on va dire, de synthèse. La première étape, ça a été de faire des cartographies des itinéraires individuels. On a compilé les itinéraires individuels que vous aviez grattés chacun sur votre fond de plan. Donc, moi, j'ai tiré ces 3 enseignements, on va dire, de ce travail de cartographie de synthèse qu'a fait Nicolas. Donc, pour le groupe de femmes, on avait des itinéraires, des pratiques piétonnes et auto exclusivement. Un contournement de la place plutôt qu'une traversée, on comprendra plus tard pourquoi. Et on avait 3 types d'itinéraires majoritaires, c'était l'itinéraire domicile-travail, domicile-commerce, domicile-école. J'ai souligné domicile-école parce qu'évidemment, je ne sais pas si c'est une évidence, mais on ne retrouve pas ce domicile dans les itinéraires qu'ont mis en avant les hommes qui ont fait ces mêmes exercices cartographiques individuels. Par contre, on retrouve chez les hommes une pratique du vélo qu'on n'avait pas parmi le groupe de femmes. Après le contournement de la place et donc les difficultés à la traverser ou en tout cas à circuler au centre de la place, ça c'est un des points communs qu'on retrouve chez les hommes et les femmes. On avait fait donc aussi l'exercice de cartographie collective qui consistait à essayer de nous dire ce que vous repériez avant d'aller sur le terrain comme fonctionnant ou comme dysfonctionnant sur la place. Le groupe des femmes a mis en avant, on va dire, certains itinéraires, certains parcours, notamment celui de la rue Maubec, comme étant un parcours, un cheminement piéton de qualité. Et elles ont identifié, on va dire, les discontinuités des cheminements piétons, les obstacles, et notamment pour tout ce qui est roulette, les poussettes évidemment. Voilà, ça s'est fait un peu stéréotypé, mais le fait est que ça fait partie des données qu'on a pu tirer de votre travail. Pour les hommes, la rue Maubec est absente de l'appréhension de l'espace comme ça a priori. Donc est-ce qu'ils n'utilisent pas, est-ce qu'ils n'accompagnent pas les enfants à l'école, est-ce qu'ils ne se préoccupent pas ou peu ou moins de la circulation école-place, c'est peut-être le cas. Et eux, ils sont surtout concentrés en fait sur les difficultés qu'on a à traverser le carrefour et relativement moins sur les continuités de cheminement. Ensuite là, on est parti, donc on a fait ce travail cartographique pendant 3 quarts d'heure, ensuite on est parti marcher. Toujours pareil, un sous-groupe mixte, accompagné d'un animateur, d'une animatrice, d'un scribe et d'un photographe. Et puis donc on avait ces petits carnets de marche où l'animateur, le scribe, compilait vos réflexions, ce que vous nous disiez, de l'ambiance, de l'appropriation et de la vocation des différents points d'arrêt. Ça donne une cartographie des points d'arrêt un peu fouillis, mais bon, j'ai fait ça à main levée, c'était pour aller un peu vite. On a eu en gros une dizaine de haltes, certaines uniques, je pense à la halte numéro 1, il n'y a qu'un groupe qui s'est arrêté là, mais sinon la plupart des autres points d'arrêt ont été différemment occupés par les groupes, mais en tout cas tout le monde a suivi à peu près les mêmes cheminements. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. Donc j'ai essayé de faire de ces carnets de marche, j'ai fait une petite analyse sémantique, mais enfin, ça ne va même pas jusque-là. J'ai essayé de voir ce qui était dit chez les femmes qu'on ne retrouvait pas chez les hommes et inversement. Il y avait aussi énormément de choses qu'on retrouvait et chez les hommes et chez les femmes. J'ai plus là en tête, mais je voulais vous le dire quand même. Notamment sur les difficultés de traverser la place, l'obligation de la contourner, la dangerosité due à la circulation routière, le sentiment d'exclusion du boulodrome. Les hommes ont émis ce sentiment aussi bien que les femmes parce qu'il n'y a pas de pétanquistes que de joueurs de boules parmi nous.
Donc voilà, il y a eu quand même des choses dites de manière, j'allais dire, partagée par les hommes et par les femmes. Moi, j'ai essayé de relever ce qui était dit par les femmes qu'on ne retrouvait pas chez les hommes et vice-versa. Donc je ne vous relis pas tout ce que j'ai noté, mais voilà, il y a des choses qui sont assez parlantes, peut-être sur la boue, donc les revêtements de sol. Les hommes peut-être se posent moins ce genre de questions, les femmes dans leur vécu peut-être ont plus d'attention à ça. Pareil sur l'éclairage, il n'y a rien qui est ressorti sur l'éclairage du côté des hommes, ni sur les lieux un peu anxiogènes de la place, notamment le recoin devant le guichet de retrait. Les hommes n'ont pas mentionné, en tout cas formellement, cet aspect-là. Et voilà, bon, je vous laisse découvrir, je ferai passer le PowerPoint si vous le souhaitez. L'idée c'était plus voilà, essayer de tirer quelques fils déjà de différences de vécu entre les uns et les autres, même si, encore une fois, on a plein de vécus communs aussi, j'allais dire, hommes et femmes sur cet espace public. Deuxième étape, donc on a essayé de travailler sur la place rêvée, ça c'était le 17 octobre. Donc j'ai mis une photo très vendeuse de l'état initial des plans sur lesquels on a travaillé. Donc l'idée c'était de faire un atelier de scrapbooking, collage d'images, découpage, pour susciter l'imaginaire, le côté un peu créatif et ludique de l'atelier devait nous aider à nous projeter et à nous détacher des contingences bassement matérielles, on va dire, du quotidien. On a eu un peu de mal dans l'animation à justement se détacher des voitures, de tout ce qui fait le carcan justement de la place. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on a travaillé toujours pareil avec des sous-groupes, un groupe féminin, deux groupes masculins. On aurait souhaité avoir deux groupes féminins, mais les arrivées tardives ont fait qu'on s'est retrouvés comme ça. Voilà, donc on avait constitué une banque d'images autour de thèmes comme la nature, le divertissement, le mobilier urbain, les services publics, il y avait des images aussi sur l'éclairage, etc. Et donc l'idée c'était que chacun choisisse un peu les éléments d'aménagement, les types d'équipements qu'il souhaitait voir dans le cadre d'un réaménagement de cet espace public. Après, donc, dans cette séance, on s'est livré aussi à un petit travail de commentaire de cartes, c'est-à-dire que chaque groupe a commenté à chaud le collage qu'il avait effectué, et ça a été l'occasion justement de débattre des différentes propositions des uns et des autres. Je les ai affichés derrière, les collages, peut-être tout à l'heure au moment du pot ou quoi, vous pourrez les découvrir. Donc là aussi, j'ai essayé de voir ce que pouvaient nous dire les collages, et puis ce qui pourrait peut-être constituer des premiers ensembles de préconisations. Donc là, je vous ai mis aussi ce qui a été partagé par les femmes et les hommes. Donc on a... tout le monde s'est, en tout cas, accordé à dire qu'il fallait que la circulation soit revue, repensée, dans le but de l'apaiser, la circulation automobile. Et avec le dénominateur minimum commun, c'était ralentir, faire en sorte que la circulation soit ralentie sur la place. Tout le monde aussi a un gros consensus, on va dire, sur les cheminements piétons qui devaient être fluidifiés, sécurisés. Et puis, consensus aussi sur l'envie d'avoir des espaces de rencontre réels. Donc il y avait cette photo de bande circulaire, où justement on peut être dans une configuration de discussion, de rencontre, et pas simplement un banc posé là qui fait face à du vide. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé sur les trois collages. Je crois que c'est peut-être le seul même élément qu'on retrouve sur les trois collages. Donc ça quand même témoigne, je pense, d'un besoin, d'une envie d'avoir des lieux où on peut se poser et échanger et ne pas faire que passer ou transiter. En termes de décalage, alors pour le coup, le groupe des femmes s'est moins embarrassé que les hommes avec la circulation automobile. Elles ont créé un souterrain qui passe sous la place et qui ressort pour évacuer donc le trafic de transit auto. Elles ont aussi créé un aménagement central modulable, évolutif, plutôt dégagé de tout équipement, on va dire, superstructure qui viendrait figer les usages possibles.
Ils ont mis en avant, par contre, aussi la volonté de ne pas avoir un espace trop minéral. Et puis, ce qui apparaît ici sur les collages, mais vous pourrez peut-être le vérifier par vous-même, c'est qu'il y a la fontaine d'eau, le téléphone, et donc ce souci que l'espace public rende aussi service public. Du côté des hommes, on avait, ce que moi j'ai noté, c'est que les propositions de dégage dépassaient largement le cadre de la place lui-même, qui s'étendait justement à des espaces attenants à la place, là où les femmes s'étaient peut-être plutôt concentrées sur l'espace central. Mais par contre, sur les deux collages des hommes, on retrouve des équipements, on va dire, de jeux d'enfants, fontaines monumentales, kiosques à musique, donc des équipements, j'allais dire, indéboulonnables, qui viennent fixer de manière définitive justement les usages. Donc voilà, moi j'ai fait, c'était pour mettre un peu tout le monde à niveau avant de discuter. C'est un premier niveau d'analyse, on va dire. Je vais passer la parole à Chris Blash, qui elle a un autre niveau de lecture et peut sans doute dire bien d'autres choses sur le travail que nous allons faire ensemble. Merci Simon. Alors, deux choses. D'abord, sur ton niveau de lecture, je voudrais revenir parce qu'on a eu cette discussion tout à l'heure et je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon niveau de lecture. Il y a des niveaux de lecture, quels qu'ils soient, et chaque niveau de lecture apporte un regard. Et je pense que chacun est intéressant parce que ce sont des perspectives et que c'est le croisement de ces perspectives qui va nous permettre de faire évoluer un terrain ou un terreau ou en tout cas une discussion. Donc on n'a pas à tirer de conclusion qu'elle soit positive ou négative, c'est un regard et en ce sens-là il est intéressant et je pense que le mien ne sera pas plus intéressant, il sera juste un autre regard parce qu'en plus il a été décalé dans le sens où j'ai regardé ça depuis mon ordinateur avec Google Maps, avec les petits éléments que j'ai reçus, en essayant de repérer où pouvait bien être ce PMU dont on me parlait, ou la Poste, etc. Avant d'aborder rapidement, parce qu'on n'a quand même pas énormément de temps, il faudrait plutôt vous passer la parole, mais ma perception de ce qui a été cet espace et de vos ressentis, je vais vous expliquer en deux mots qui je suis et ce qu'on fait avec Jean Réville. Donc j'ai monté une association qui s'appelle, donc j'ai cofondé une association qui s'appelle Jean Réville, qui a pour objectif d'analyser les territoires par le prisme du genre ou des genres. Autrement dit, nous pensons que les territoires ne sont pas neutres, et l'histoire nous apprend en tout cas que la ville a été construite surtout par les hommes, et quand on décompte aussi pour les hommes. En tout cas, on analyse beaucoup les relations entre l'espace privé et l'espace public, et tout ce qui a été constitutif de qui vit dans l'espace privé, qui l'organise, qui vit dans l'espace public, qui l'organise, et comment est-ce qu'on peut créer beaucoup plus de perméabilité entre ces espaces, et faire en sorte que la ville soit pour toutes et tous. Donc je pense que c'était aussi la problématique pour cette place, et c'est à ce titre, je crois, qu'on m'a fait venir aujourd'hui. Jean Réville a été aussi construit à travers deux grilles de lecture, même trois, on va dire. La première, c'est l'urbanisme, la deuxième, c'est la socio-ethnologie, et la troisième, c'est l'art, parce qu'on pense que l'art et la créativité sont aussi, et l'art est un fort détonateur pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai qu'à travers notre association, nous utilisons souvent l'art en référence ou comme outil pour questionner l'espace public et en tout cas pour interroger, pour peut-être parfois créer, mettre des petites graines comme ça qui vont un peu subversives, qui vont peut-être permettre d'avoir un regard différent, et en tout cas ne pas s'enfermer juste dans l'usage ou même dans ce qu'on peut qualifier d'aménagement, qui est la chose sur laquelle parfois on se referme. Voilà, donc ça c'était le préalable. Après, par rapport aux matériaux que j'ai reçus, alors d'abord c'était de travailler sur la typologie. Alors j'ai trouvé un lieu qui était que j'ai eu du mal à définir, qui était, au départ j'ai trouvé qu'il était coupé en deux, que cette place était coupée en deux, puis après je me suis aperçue qu'elle était coupée en quatre. En fait, il y avait l'avenue de la Libération, puis dans l'autre sens il y avait aussi cette rue qui d'un côté mène sur les collèges où on est ici, et puis l'autre qui mène sur des commerces. Quand on parlait de centre de place, c'est vrai qu'on a toujours tendance à effectivement se mettre sur peut-être le terrain central. Là, quand j'ai relu les textes, le centre était défini comme excentré. En fait, le centre, c'est le carrefour. Et dans une zone, en fait, c'est l'endroit où passent les voitures, qui est défini comme étant le vrai centre, tel qu'il a été écrit
est prononcée. Donc c'était intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un centre de place? C'est l'endroit où il y a les frottements en fait, c'était pas l'endroit peut-être qui paraît peut-être plus apaisé de loin, mais c'était l'endroit où les gens se croisent, en tout cas, où se fait la vie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point intéressant sur les choses. J'ai trouvé aussi que c'était difficile de définir ce lieu. Effectivement, il y a le terrain de boule d'un côté, il y a un bout de terrain de boule de l'autre qui sert le jour de concours, si j'ai bien tout compris, donc qui reste de temps n'est pas forcément utilisé. C'est un lieu qui est contourné par les femmes, en tout cas quand on parle du terrain de boule, la partie terrain de boule, et qu'elle contourne aussi par la rue Maubec qu'on retrouve juste derrière ici. Lieu, et là j'ai vu ce soir, qui par contre n'est pas utilisé par les hommes, ou a priori peu, donc on voit qu'il y a là aussi des différents usages. Alors, quelle est la poule de l'œuf? Pour l'instant, c'est pas forcément la question, mais en tout cas on voit bien qu'il y a des territoires et que ces territoires sont déjà posés. Ça c'est ma première réflexion sur l'espace. Quel est cet espace et comment se définit-il? Donc aujourd'hui, je le vois encore pour un non-lieu, je n'ai pas encore réussi à vraiment trouver ce qui faisait synthèse. Le deuxième point, ça a été ensuite sur l'approche. Alors, j'ai envie de dire en préalable, je trouve très très important d'avoir fait cette approche avec des groupes de femmes d'un côté, d'hommes de l'autre, parce que le premier point, c'est vraiment de se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a vraiment des usages différents et est-ce qu'il y a des perceptions différentes? Donc je pense que c'est une étape dont on ne peut pas faire l'économie quand on parle d'espace public, parce qu'on n'a pas tous la réalisation, et moi la première, hein, ça fait que quelques temps, et c'est parce que j'ai commencé à compter que je me rends compte à quel point la ville n'est pas forcément faite pour les femmes, ou que les femmes traversent alors que les hommes s'y arrêtent. Donc cette dimension d'avoir commencé à interroger le fait qu'il puisse y avoir des usages par les femmes ou des usages par les hommes, en tout cas de le faire analyser par un groupe ou par l'autre était intéressant, même si je pense qu'il ne faut pas non plus s'y arrêter. C'était un point important, et en même temps, quand on commence à regarder les résultats, on s'aperçoit que ça n'a pas forcément donné de résultats que je qualifierais de genrés. C'est-à-dire que ce soit les femmes ou les hommes, leur attention, ou votre attention peut-être, parce que vous faites peut-être partie de ceux qui ont participé, je ne sais pas qui est là des participants, l'attention a été sur l'équipement. Donc on a parlé, j'ai vu remonter des choses comme cet accident Eugène. Il y a une dame qui s'est cassée la figure sur la marche. C'est pas pratique avec les poussettes, donc on était sur la praticité. C'est dangereux, il y a beaucoup de voitures. Donc on n'a pas été sur les questions de est-ce que c'est pour les femmes ou est-ce que c'est pour les hommes. Pour beaucoup, on a été sur l'aménagement. Donc quelle que soit la façon dont on pose les choses, on voit que c'est quand même très très difficile de les interroger sur un point de vue genré. Et là, on est très vite sorti des questions du genre. Et quand on est rentré dans les questions du genre, on n'est pas forcément sorti des stéréotypes. Comme je le disais à l'instant, les femmes ont relevé que c'était pas facile avec les poussettes et avec les caddies de passer les trottoirs de l'avancée, et les hommes n'ont pas forcément remarqué ces choses-là. On a vu que les hommes n'utilisaient pas le passage avec les écoles. Est-ce qu'on en conclut qu'ils n'accompagnent pas les enfants à l'école? Bon, c'est peut-être la première réflexion qu'on peut faire. Mais en tout cas, on reste dans les stéréotypes. De la même manière, les femmes ont évité les zones où les hommes ont fait territorialité, c'est-à-dire par exemple le terrain de boule sur lesquels les femmes ne vont pas, où elles ont dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de banc. Non, ce soir en arrivant, j'ai quand même compté, il devait y avoir au moins 8 ou 9 bancs sur la petite place, mais sur le relevé, c'est dit il n'y a pas de banc. En fait, le truc c'est on n'y va pas, ou alors on n'a pas envie de les utiliser, ou alors on a pensé que ces bancs étaient faits pour les boulistes, qui n'étaient pas. Voilà. Donc la réflexion se posait comme ça. Donc, je trouve que c'est un matériau déjà très riche en même temps, parce qu'on voit bien qu'on a des stéréotypes qui remontent, on voit bien qu'il y a des mobiliers qui sont non perçus ou mal perçus, ou alors on pense qu'ils sont mal positionnés. On parle aussi d'un banc qui est de l'autre côté sur la petite place, on ne sait pas très bien à quoi il sert, parce qu'il est tout seul, il est la circulation, il est bruyant. Donc ça c'est le point sur l'aménagement. Un troisième point, c'est la question de sécurité. Et les femmes se sont aussi focalisées sur la question de sécurité. On est toujours sur ces cercles femmes-sécurité, à la fois sur la sécurité dans le domaine du care, je m'occupe d'eux, donc il faut que ce soit sécure pour les enfants, donc toutes ces voitures,
tout cet environnement n'est pas sécuritaire. Et puis, c'est pas sécuritaire non plus quand je vais au guichet de la poste. C'est-à-dire que je me retrouve dans un recoin dans lequel je ne me sens pas bien, parce que c'est un espace un peu à l'écart, souvent désert, avec un bosquet qui fait que j'ai peut-être le sentiment que quelqu'un peut s'y cacher. Et donc, j'ai pas forcément envie d'aller tirer de l'argent à cet endroit-là, enfin, pas à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et donc, ces questions-là sont remontées. Animer l'espace public et le penser sous le prisme du genre, c'est pas forcément penser des aménagements pour les femmes et les hommes, mais c'est peut-être penser à comment on réaménage l'espace public autrement, déjà dans un premier temps, peut-être pour créer autre chose de cet espace qui ne soit pas ni anxiogène, ni un espace vide, ni un espace qui soit contourné. Donc, une des propositions, c'est d'animer l'espace public, sortir une fonction monolithique de cet espace. Alors là, je parlais de la poste tout à l'heure, avec les petits bonhommes Google, on peut quand même aller faire des photos. Je suis allée faire une photo du lieu où on voit le distributeur de la poste. On voit effectivement que c'est occulté par un mur au fond, et que là, on a effectivement le jardin. Et sur un espace comme celui-là, les propositions peuvent être de dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Quand un espace public, et il n'a pas l'air vide comme ça, mais en fait, il peut l'être à certains moments, et là on est en journée, mais il est surtout, il n'offre pas d'issue, et on peut y ressentir une solitude. Qu'est-ce qui fait vie sur ce lieu? Rien, à part la machine, la caméra qui est au-dessus, et éventuellement, je ne sais pas s'il y a un spot qui illumine le soir. Mais rien ne fait lieu, c'est un espace qui est désertifié. C'est ça, vous cherchez un petit peu cette notion de désertification. D'à partir de là, pour nous, l'idée, c'est de créer de la vie, c'est-à-dire de recréer de la vie sur cet espace. En tout cas, soit on déplace cette machine, soit on crée de la vie autour. Alors là, j'ai repris des jardins, ça c'est des jardins partagés, c'est un jardin partagé à Berlin. Peut-être que cette place peut se transformer, au lieu d'avoir ici des choses qui sont proposées par la ville de Mérignac, peut-être qu'on peut avoir des choses qui sont faites par les habitants, auquel cas, ça veut dire que chacune et chacun qui habite sur ce quartier peut venir participer sur ce lieu et être partie prenante de l'espace, et auquel cas, dès lors que je suis partie prenante de mon espace, il m'appartient, il n'est plus asséché, il n'est plus vide de sens, et je sais qu'à tout moment, ou mon voisin, ou ma voisine, ou des enfants, ou les grands-parents vont venir participer au projet. Ici, c'était sur ce même endroit, c'était un endroit où il y avait une petite serre construite, et il y avait un échange de graines. Donc les gens du quartier pouvaient venir sur cet espace échanger les graines. Donc on créait un lieu de mixité qui n'était pas un lieu commerçant, qui n'était pas un lieu commercial, et qui en même temps redonnait de l'usage sur cet espace. Là, on le revoit aussi. Ce qu'on a en haut, c'est ce que les Américains appellent des parklets, c'est-à-dire ce sont des espaces qui sont repris sur l'espace de parking et sur lesquels on aménage des choses. L'idée, c'est que ces parklets sont ouverts à tous ou à toutes et qu'on y fait ce qu'on veut. On peut y créer, on peut y mettre 3 tables et 2 chaises et y discuter. Ou on peut, là, une dame est en train d'y lire et elle fait une petite bibliothèque. En bas, on a un jardin partagé. Et on voit que dès lors qu'on a créé un jardin partagé, on a créé un espace de mixité et d'usage. Ici, encore un autre point qui permet d'enlever de la stérilité du lieu. Là, ce sont les bibliothèques. On commence à voir pas mal de choses comme ça qui se font dans les villes, de mettre de la bibliothèque qui sont du partage, en fait. C'est-à-dire que chacun amène ses livres, on peut en reprendre, on les dépose, on les enlève. Et donc, on crée des lieux qui vont créer une circulation et surtout un échange, donc une discussion. On crée de la discussion, on enlève de la stérilité au lieu. Donc ça, c'était l'une des premières choses que j'ai proposées autour d'animer, par exemple, près de la poste, créer autre chose, ou en tout cas créer une zone où on pourrait créer autre chose que de l'anxiété. Ensuite, grignoter l'espace voiture. Donc là, on voit qu'on a cette grande saignée centrale. Alors là, on est sur les parking days. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de parking day. Mais l'idée, c'est de dire, finalement, quand on regarde la ville, on s'est habitué au fait que les rues soient bordées de voitures. Mais ça n'est pas une fatalité. Les rues peuvent être bordées d'autres choses. Et à la place des parkings, on peut très bien, et donc une journée par an, il existe un élément qui s'appelle parking day, et à la place des parkings, on peut décider, alors on paye sa place,
achète son ticket, on paye sa place et on fait autre chose à la place. Ici, c'est un café, ça peut être une œuvre artistique, ça peut être un espace de discussion, ça peut être un jardin, ça peut être... Donc, pour un moment donné, on peut se dire que la ville, on est habitué à la regarder d'une certaine façon, mais on peut aussi la changer. C'est très intéressant, cette notion de parking day, on l'utilise beaucoup avec Jean Lévy, parce que de la même manière qu'on a l'habitude de voir des voitures dans la ville, on est aussi habitué à ce que ce soit l'espace des hommes. Et les femmes peuvent aussi revendiquer cet espace et dire « moi aussi, je vais habiter cet espace et je vais l'investir ». Et cet espace n'est pas forcément dangereux pour moi. Simplement, c'est un espace à partager et à investir. Donc, occuper l'espace public, ça demande juste un petit peu de volontarisme et c'est pas forcément aussi compliqué qu'on le pense, c'est pas infranchissable. Ici, c'est un clin d'œil puisque la place de parking a été remplacée par une voiture, mais cette voiture est un bon. Donc, c'était un jeu avec ça. Ensuite, un troisième axe qui peut être jouer avec le formel et l'informel. C'est-à-dire qu'ici, on a tout un espace. Alors, on a le terrain de boule qui était extrêmement construit, et il n'y a rien d'autre. Mais pour autant, est-ce qu'il faut construire pour créer un environnement qui soit intéressant? Est-ce qu'il faut créer un espace pour les femmes? Nous, on pense qu'il faut créer surtout de la mixité d'usage, et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que les femmes ont dit, et c'est ce que tu as relevé tout à l'heure, c'est qu'elles ont dit plutôt un espace modulaire, peut-être un espace sur lequel on peut faire les choses, et surtout un espace où on puisse vivre quelque chose qui soit digne de l'aventure. Donc les jardins étaient une partie de ça, tout à l'heure, parce que les jardins nous permettent de rêver, donc on peut créer à travers les jardins des choses. Et puis, c'est aussi donner lieu à du partage. Donc là, j'ai pensé à un espace ici qui est un espace informel, qui est donc la fameuse qui est juste derrière, la rue Beaubec. Et j'avais mis cet espace-là parce que j'avais lu notamment que les messieurs proposaient qu'on crée des espaces pour les enfants, qu'on crée des zones pour les enfants. Alors, je sais pas, on a tous été enfants ici, mais moi j'ai jamais autant joué que dans les lieux qui n'ont pas été créés pour moi. Mais plutôt dans les lieux un peu sauvages, dans les lieux qui gardent une forme d'identité pas forcément formatée. Et cette rue Maubec, qui est d'ailleurs utilisée par les enfants, ça peut être une piste de lieu et qui, encore une fois, là, du coup, ne crée pas un usage genré. Je vous donne un exemple, quand on crée des espaces sportifs, par exemple en ville, et ça, l'étude de Yves Rebaud et de Marie-Christine Bernard-Homme le montre très bien, on crée souvent des espaces pour les garçons, en fait, c'est des espaces à usage garçon. Or, quand on reste sur des lieux informels, on peut créer des espaces on peut jouer avec, d'ailleurs, on peut faire des choses ludiques. On peut créer des espaces où filles et garçons jouent ensemble et qui ne sont pas forcément définis sur une fonction en particulier. Donc sortir des fonctions pour créer de nouveaux usages et revenir finalement à des choses relativement ludiques. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi remettre la notion de risque dans la ville. On a tout aseptisé. Donc ici, ce qu'on entend depuis le début, c'est il faut protéger ici, il faut protéger de la voiture, il faut mettre un passage piéton, il faut mettre des gympanas pour se protéger. Et au final, on se protège tellement qu'on a un espace qui est complètement stérilisé, et dans lequel, quelque part, se construit un petit peu plus d'angoisse et potentiellement de peur. Alors, ici, j'ai pris pour exemple ce jardin, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce jardin public qui est dans le parc de Belleville. C'est un jardin qui a été donc à Paris. La pente fait 30 degrés, donc c'est quand même assez abrupt. Ici, je vous montre, il y a des marches en béton. Et ici, il y a une rambarde, mais c'est juste en haut, c'est pas plein, c'est vide. Donc on peut tomber ici. Alors ici, ils ont mis un filet, mais il y a des endroits où il n'y a pas de filet. Et l'espace a été conçu un petit peu comme sur les pistes de ski, c'est-à-dire que les enfants peuvent arriver par le bas, et en fonction des âges, ils vont grandir, ils grandissent, et puis ils vont utiliser plus d'espace en fonction de l'apprentissage qu'ils vont faire de ce lieu. Et alors, comme si on va sur une piste de ski, on commence par une piste verte, puis une fois qu'on s'y sent à l'aise, on va aller sur la piste bleue et on monte, et puis après peut-être on ira sur la piste rouge et voir un jour on sera trop fier d'aller sur la piste noire où on prendra plus de difficultés. Ici c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les enfants arrivent, ils vont peut-être jouer sur un espace qui est relativement sécurisé comme en bas,
Et puis, dès qu'ils vont commencer à investir des espaces un petit peu plus risqués, mais ils prennent la mesure de risque, et donc c'est eux-mêmes qui décident de se risquer aller plus loin. Mais c'est très difficile d'obtenir ça en ville aujourd'hui, parce que dès qu'on laisse une zone de risque, tout le monde vous tombe dessus en disant oui, mais attention, la mairie va être responsable s'il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit, et du coup on bloque tout. Donc j'ai un exemple. Vous allez me dire que je ne parle pas beaucoup de genre, mais en fait tout ça c'est parler du genre et c'est de parler des genres, c'est-à-dire c'est parler des usages de la ville et de rouvrir les usages de la ville à autre chose, de la sortir de ces structures qui sont parfois un peu enfermantes. Je vais vous donner d'autres exemples avec les bancs pour qui, pourquoi, parce qu'on a beaucoup parlé des bancs. Et on a parlé des bancs circulaires, ça tombait parce que j'avais fait aussi des photos sur les bancs circulaires. Ça c'est une photo que j'ai prise à Venise le week-end dernier. Et d'une part c'est très beau parce que c'est vrai qu'il y a cette rotonde au-dessus, il y a des bancs. Mais la première chose qu'on se dit c'est, s'il y avait un banc sur deux qui était retourné, on pourrait mettre les pieds sur le muret, il y a des gens qui pourraient s'asseoir en face et puis on pourrait commencer à discuter. Tandis que là, que font ces bancs? Ils sont un paysage, on fait partie du paysage avec eux, une fois qu'on s'est assis dessus, et après. C'est un espace de repos, mais est-ce que c'est un espace de dialogue? En l'occurrence, là c'est un décor en fait. Donc on peut rentrer dans le décor ou en sortir, mais en tout cas on n'est pas dans du vivant. Je ne vois pas comme du vivant. Parce que on peut aussi vouloir regarder le paysage, mais si le banc est retourné, on verra tout autant le paysage par transparence. Donc de toute façon, ce ne serait pas interdit de regarder le paysage s'ils étaient orientés autrement, ou en tout cas si on en orientait un ou deux autrement. Comme tu as parlé de banc circulaire, j'en ai un aussi. C'est un banc qui est fait par une designeuse dont j'oublie le nom, c'est un travail qui est présenté à Bruxelles. Et on voit que le banc est d'un côté fermé et de l'autre côté ouvert. Donc là, on a vraiment une circulation, on peut jouer avec. Ici, c'est l'idée aussi de dire qu'on peut faire avec l'existant. Alors là, c'est un travail de design, mais on peut très bien avoir ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'extrêmement sophistiqué pour créer de la vie et créer un univers avec le mobilier. Là, ce sont des exemples pris à Berlin où chaque tour d'arbre, pratiquement, a été réinvesti par les riverains et les riveraines et où se créent de façon spontanée des jardins. Parfois, c'est avec des pieds de tomates, parfois, c'est avec de l'herbe qui a poussé spontanément. Parfois, ici, on a des petites plantes qui ont été mises. Et ces jardins et ces bancs sont occupés aussi bien par les femmes que par les hommes. Donc je trouve que on a ici une notion de vie qui reprend sens dans la ville et qui n'est plus ordonnancée par des processus stérilisants. Je trouve que pour retrouver aujourd'hui une place pour les femmes et les hommes dans la ville, il faut dans un premier temps pas chercher à faire des espaces nécessairement pour les femmes, pas chercher à enlever des espaces aux hommes, mais à réfléchir à ce qui stérilise l'espace et à ce qui crée de la mixité dans l'espace. Et tout notre travail, c'est d'essayer de créer ça, de trouver des éléments qui créent la mixité dans l'espace. Ici, c'était la Défense à Paris, il y avait eu un concours qui a été organisé, c'était en 2010 ou 2011, je crois, et il y avait des mobiliers qui avaient été faits. Alors, la Défense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande esplanade à Paris qui est traversée par les vents et par les gens, avec des grandes tours, et surtout aucun mobilier urbain sur lequel s'arrêter, sauf à des terrasses de café, et encore elles sont relativement rares. Ce principe-là, ça a été de créer une mixité. Alors là, on ne voit pas les gens dessus, parce que c'est les seules photos que j'ai trouvées, mais les gens les ont occupés pour venir déjeuner. Donc sur des marches qui étaient relativement froides et minérales, des planches ont été posées, c'était un processus relativement simple, ça fait des bancs, des tables, on peut arriver avec en faire comme du hors-sac, arriver avec son déjeuner qu'on est allé même chercher chez le traiteur du coin, on vient manger dehors et on se déface, on n'est plus dans un univers qui est complètement aseptisé. Donc notre travail, pour nous, l'idée c'est respirer et rêver, tu avais mis une balançoire tout à l'heure, je la remets ici, c'est travailler dans l'espace public, vivre dans l'espace public et créer de la mixité dans l'espace public. Pour nous, dans le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est d'abord de créer de la mixité d'usage. C'est-à-dire que dès lors qu'on va pouvoir mettre en place des situations où l'espace public va pouvoir être utilisé par les unes et par les autres, sur des territoires qui sont déstigmatisés, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du terrain de boule, on a typiquement un territoire masculin, est-ce que pour autant il faut enlever le terrain de boule? J'en suis pas sûre.
Mais en tout cas, on peut utiliser les espaces qui sont autour et les repenser. Aujourd'hui, il n'y a que des voitures qui sont posées sur ces espaces. Il y a plein de petits bouts, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Donc, il y a sans doute des opportunités pour repenser ces espaces-là et les faire revivre à travers, alors peut-être ce que j'ai montré au début, des jardins partagés, peut-être une balançoire pour regarder les voitures une fois en haut, une fois en bas. Mais en tout cas, des pistes pour ouvrir et pour redonner aussi, je voudrais juste toucher un mot sur la question de sécurité, revenir à mon propos de départ sur la sécurité, c'est que on dit que la vie n'est pas sécurisante pour les femmes. Mais les études montrent que ce n'est pas forcément le cas, que les hommes se font autant agresser dans l'espace public, parfois plus. Alors il y a un côté mathématique, hein, parce que comme il y a plus d'hommes dans la rue, ils sont plus attaqués, comme ils restent plus dans la rue, il y a peut-être plus de confrontations possibles. Enfin, en tout cas, les femmes ne sont pas plus en difficulté dans la rue que les hommes, sur a priori. Elles se font plus harceler, ça c'est vrai, mais elles ne se font pas forcément plus agresser. En revanche, elles ont 3 fois plus que les hommes le sentiment de pouvoir de s'y faire agresser. Donc je pense qu'en recréant de la mixité d'usage dans les espaces, on crée une zone qui va permettre à chacune et à chacun de s'y exprimer et donc de vaincre ces stéréotypes sur l'insécurité qui sont en général le point le plus important, et aussi sur le fait de dire je n'ai pas droit à cet espace, donc je n'y passe pas. Ça s'est exprimé ici. La place, je n'y passe pas, a priori c'est pas mon univers, et du coup je n'y vois pas dedans. Voilà. Donc j'ouvre un débat. Mon objectif c'était d'ouvrir des pistes, c'était pas forcément d'apporter des solutions concrètes. Je passe la main. Merci Chris. Deux mots. Je suis conseil de la communauté urbaine sur une politique qu'a lancée la communauté urbaine qui est d'améliorer la qualité des espaces publics de la communauté urbaine en général, dans toutes les directions, enfin dans toutes les villes. Et ce ne sont pas forcément que les grands projets, mais ça peut être une rue, ça peut être un petit espace, ou ça peut être la place Jean Jaurès. Donc commence en allant chercher, en essayant de répondre à des usages dans leur complexité, dont vous avez bien parlé. C'est aussi en essayant de ne pas trop dépenser d'argent, parce qu'on pense que tous, on paye des impôts et qu'on n'a pas nécessairement envie de faire des choses somptuaires si on peut faire bien avec moins d'argent. C'est en mettant de la lumière, c'est en incluant plus de nature, plus d'arbres, plus de végétal. C'est aussi en ayant des approches plus complexes comme celle qui vient d'être évoquée sur le genre notamment. Et puis c'est aussi de réussir à réaliser des améliorations tout de suite, même en anticipant des projets qui seront plus longs, plus coûteux et qui viendront plus tard. Donc ce sont tout un tas de méthodes de travail qu'on a mises en place, et notamment avec les chefs de projet dont Sandrine est la responsable des études sur la place Jean Jaurès, à la direction territoriale ouest. Donc on travaille avec les directions territoriales, avec la direction de la voirie, avec les responsables de projet. On a démarré, ça fait 1 an, et actuellement on travaille en gros sur une 60aine de sites. L'idée étant que peu à peu, ce soit tous les sites de l'agglomération qui soient traités avec ce soin et de cette façon. Aujourd'hui, on est dans l'existant, la perception d'aujourd'hui. On sait que, je reprends quelques exemples qui sont parfois contradictoires d'ailleurs, à un moment dans votre propos, les femmes, moi j'ai juste lu ce que vous avez dit, hein, les femmes voudraient quelque chose de plutôt vide ou libre, ça, c'est moi qui... modulable, c'est ce que vous avez dit. Hein. Et puis à l'inverse, il est dit, mais en même temps on aimerait bien avoir du végétal et on aimerait bien avoir de la proximité. Donc si on prend quelque chose de modulable, c'est une grande place dans laquelle il n'y a rien. Puis si on veut de la proximité, c'est une place dans laquelle il y a des bancs, dans laquelle il peut y avoir des petits morceaux de jardin partagés si on a envie, il peut y avoir des bosquets. Donc toutes ces questions-là, toutes ces contradictions sont réelles. C'est pas grave, c'est bien qu'elles soient dites, et que, au fond, la place Jean Jaurès, c'est un lieu déterminant pour la ville et pour le quartier. Donc il faut qu'on fasse ce travail bien. Les contradictions sont réelles.
Donc il va falloir qu'on avance en donnant des exemples, en écoutant et en apportant des exemples de choses qui ont été faites ailleurs, dans la ville, ou dans l'agglomération, ou ailleurs, comme Chris l'a montré tout à l'heure. Mais il y a plein d'exemples intéressants ici, sur l'agglomération. Et qu'on avance comme ça, y compris en mettant sur la table les contradictions. Et puis à un moment donné, il faudra décider, mais il y a des élus pour ça. Et puis il y aura des maîtres d'œuvre, il y aura un architecte ou un paysagiste pour faire un projet et pour montrer des hypothèses de ce que pourrait être une place complètement ouverte, ou de ce que pourrait être une place dans laquelle la proximité est mise en avant, ou bien une place dans laquelle tout ça peut coexister. Donc c'est un travail qui sera de dessin, de décision, mais aussi de réflexion qui va se poursuivre à partir de ce que vous avez fait là, et qui va se poursuivre dans le temps, jusqu'au moment où on va avoir un projet qui sera, à ce moment-là, il y aura une décision, et on fera ce qu'on aura dit. Le processus est engagé, et cette manière de l'engager est passionnante, et il faut imaginer, et il faut continuer dans ce sens-là, et que nous, on joue notre rôle de technicien, que les élus jouent leur rôle d'élus, et que vous jouiez votre rôle de habitant, usager, même si ce n'est pas chacun d'entre vous qui va décider de la manière dont la place sera à l'avenir. Mais je pense que ce qui importe pour les groupes, en tout cas, je parlerai pour mon groupe de réflexion, c'est de voir dans cette réflexion comment s'y prend, comment les genres sont abordés, est-ce qu'il y a vraiment cette question du genre ou pas. Madame, vous l'avez déjà en grosse partie évoqué. Et une fois qu'on arrive quelque part à aborder la thématique, elle peut s'appliquer ou pas d'ailleurs, ici, à Jean Jaurès ici, ou en Bordeaux, ou sur une friche au bord de l'eau, etc. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui intéressait surtout les groupes. Enfin, je ne sais pas si je représente de manière claire et nette les groupes qui travaillent. Parce que finalement aujourd'hui, ça devient quand même un enjeu. Je dis quand même, c'est un pléonasme. Voilà, c'est un enjeu de genre. Je pense que dans les années à venir, dans les consultations qui vont venir, va prendre sa place, sa juste place. Merci. Merci, Mme Olivier Lespard, je suis au conseil consultatif de la ville. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, vous avez parlé, bon, c'est vrai, j'en ai vu à Paris des espaces comme ça, notamment à la Villette, je l'ai vu, c'est à côté de Belleville, c'est ça? Oui, je l'ai vu. C'est au niveau de la sécurité, vous avez dit, mais je pense c'est vrai qu'on a trop aseptisé les choses. Il faut revenir à des choses simples. Mais en même temps, il y a des responsabilités. Les responsabilités, on ne peut pas les nier. Là, je pense que vous pouvez en inclure à l'urbanisme, si vous voudrez. Je crois qu'il y a des textes aussi qui nous obligent à réaliser les choses conformes, parce que sinon, après, ça se retrouve dans la vie. Alors, c'est là où je dis que, bon, il y a un paradoxe un petit peu. Je ne sais pas si je peux répondre en 2 mots sur cette question de sécurité. Ce dont je parle, c'est de... Je pense qu'à force de couches de sécurité, et c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que je l'étudie au prisme du genre, mais du coup, de fait, je suis obligée de le regarder de façon élargie parce que cette question, c'est pas mettre le curseur sur le genre, on peut le mettre partout au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que, à force de sécurité, on stérilise des lieux. Donc, ça peut être stériliser une zone de jeu. Et on s'aperçoit qu'en France ou dans d'autres pays, par exemple, on n'a pas la même façon de gérer une zone de jeu. Si je reprends l'exemple de l'Allemagne, on met du sable au sol, nous on met, alors, vous avez des éléments techniques, moi je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un revêtement très particulier qu'il faut mettre, il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper de sécurité. Je dis juste qu'il faut lui redonner sa juste mesure. Il ne faut pas que la sécurité se fasse aux dépens de la vie, d'autant plus que on s'aperçoit que parfois, plus on sécurise, moins on sécurise. Je vais vous donner un exemple, et je vais revenir à l'exemple des femmes dans la ville. Si vous prenez on va prendre la rue qui est ici. Vous avancez une certaine heure de la nuit, si chaque jardin est fermé, si chaque porte est close, si chaque haie est
doublée d'une canisse qui fait qu'on ne voit rien. De fait, cette rue elle devient hostile. Et même si je sais que je n'ai aucune raison d'avoir peur, parce que je me dirais que je n'ai pas raison plus que vous d'avoir peur en tant que femme, et peut-être que vous avez autant peur que moi, ce dont on a peur surtout, c'est d'être dans un espace vide, qui ne vit pas. Je ne peux pas voir par les fenêtres ce qui se passe chez mon voisin. Non pas que j'aurais envie de regarder ce qui se passe dans sa vie, mais j'aurais la lumière, j'aurais du mouvement. Et de fait, de par cette lumière et par ce mouvement, j'aurais le sentiment que quelque chose se passe. Et je me sentirais plus en sécurité. Donc quand je dis attention à la stérilisation, c'est qu'à chaque fois qu'on met une couche supplémentaire de protection, on s'interdit de vivre. Et dès lors qu'on s'interdit de vivre, on se met en insécurité d'une certaine façon. Alors c'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Je reprends la question de sécurité quand je parlais du distributeur à billets près de la poste. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, si à 11h du soir j'ai besoin de tirer de l'argent, j'ai pas forcément envie d'aller me mettre dans ce recoin qui est vraiment un angle mort. J'ai aucun endroit pour me casser, c'est le cas de le dire. Il y a un mur d'un côté, un mur de l'autre, un retour des marches de la poste, et derrière moi, il y a des buissons. J'ai plutôt envie d'aller chercher de l'argent à un endroit, sur une place vivante, où il y a peut-être un café, où je vais me sentir à l'aise. Donc, si on ne peut pas amener le café sur la place, on peut peut-être en tout cas créer des conditions. Alors, tout à l'heure Jean-Pierre a parlé d'éclairage. Il ne s'agit pas de mettre des grosses spots. Par l'ambiance lumineuse, on peut aussi créer des conditions qui vont faire qu'on se sent plus en sécurité, non pas par un éclairage fort, mais par avoir parsemé au bon endroit les zones de lumière. Donc il y a un processus à faire de travail d'apprentissage du risque. Et c'est pour ça que j'ai montré cet exemple tout à l'heure de Belleville, d'apprentissage du risque, de se dire cet endroit, il faut que je l'apprivoise, il faut qu'il m'apprivoise, il faut qu'on l'apprivoise ensemble. Et c'est vraiment ce travail-là. Et pour les femmes dans la ville, c'est la même chose. Donc je pense que cette notion de vivre ensemble, c'est que chaque personne qui rentre dans cet espace public puisse y appréhender aussi ses risques, les mesurer, mais pour autant ne pas avoir peur. Et de l'autre côté, c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail à faire sur le terrain, sur comment on aménage les choses, mais il y a aussi un travail à faire sur le plan législatif. Je pense que parfois il faut desserrer les taux. Il faut desserrer les taux sur les élus. Parce que il n'y a pas trop 36 solutions. On remet une loi, puis on remet un arrêté préfectoral, puis on remet un truc par-dessus, parce qu'au moins comme ça tout est bien bordé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un procès, par ailleurs. Mais sur un plan législatif, on se dit, ça y est, j'ai tout bordé. Mais résultat, j'ai stérilisé le lieu. Vous avez bien dit desserrer les taux sur les élus. Voilà, oui, bien sûr. Je trouve ça très intéressant, ces échanges, parce que jusqu'à maintenant, j'avais une conception de l'espace public en termes de décor, comme vous l'avez présenté, et là, on réfléchit à comment on utilise l'espace public. L'espace public pourrait faire quoi? Et ça, c'est ce qui me paraît être la question la plus intéressante. Moi, ce que j'avais envie peut-être d'apporter aussi, c'est un autre type d'intervenant, c'est donc sous l'angle intergénérationnel, parce que donc parler des anciens, par exemple, qui jouent aux boules parce qu'ils sont à la retraite, ou des jeunes mamans parce qu'elles emmènent les enfants à l'école. Et puis il y a le milieu, dont on ne parle pas tellement, c'est peut-être ma profession qui m'amène aussi à réfléchir comme ça, mais pas seulement. C'est-à-dire que donc, on n'a pas forcément encore complètement intégré la vie des jeunes, dans les tranches, disons peut-être 15-25 ans, hein, je prends large, alors les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes. Et c'est vrai que c'est peut-être encore une approche qui nous manque là. Hein. Donc j'avais envie d'ouvrir cette piste-là. Vous avez parlé donc aussi de Berlin, moi j'ai la chance de connaître Berlin. C'est vrai que c'est très ouvert, et les fameux exemples que vous citez comme les jardins partagés, enfin bon, ça se fait aussi en France maintenant, mais quand même plus à Berlin, c'est vrai. Alors on peut y mettre des bancs, mais il n'y a pas que ça, on y fait quelque chose. Et je pense que c'est ça l'évolution intéressante aujourd'hui. Et je vais aussi de temps en temps à New York pour des raisons familiales. Donc je le dis pour raisons familiales, c'est important parce que je n'y vais pas comme touriste, je partage la vie et là je vois autre chose. Et donc j'en ai fait part à
à Simon aussi, parce que ça me paraît peut-être être un élément à apporter, c'est que j'ai observé quelque chose qui m'a assez interpellée, c'est le Wi-Fi partout. Hein, j'aborde autre chose, mais j'ai beaucoup été dans les cafés, dans des quartiers modestes, hein, j'étais plutôt au Brooklyn, à Manhattan, et plutôt dans le sud. Donc voilà, j'ai vu dans le moindre espace comme ça, public, et aussi, on pourrait penser à Berlin aussi, hein, il n'y a pas que Potsdamer Platz qui fait du Wi-Fi sur des espaces ouverts, mais donc là, ça me paraît, donc je le relis avec mon idée des jeunes, ça me paraît un lieu aussi à investir. Donc je me dis pourquoi pas une borne Wi-Fi qui permettrait de s'installer. Parce que vous avez aussi émis une idée très intéressante, c'est le pique-nique. Il faut quand même penser aussi que pour des populations, quelqu'un avait dit dans un groupe de travail une cabine téléphonique, parce que tout le monde n'a pas forcément un portable. Et c'est pareil, je trouve que c'est très démocratique de permettre aux personnes de se poser quelque part pour sortir le morceau, le casse-croûte du sac. Parce que quelquefois, eh bien, dans les villes, c'est pas forcément le cas ici, mais il y a de longues distances à parcourir, et ça aussi, on devrait avoir la possibilité davantage de se poser, hein, pour penser aussi à la mobilité des personnes, et aussi à partager, donc se retrouver pour être dans des espaces, donc ça se voit aussi, c'est dans les villes, des cours intérieurs, quelquefois privés, mais quelquefois des espaces publics, qui sont des moments de rencontre d'amis, hein, ou de familiales aussi. Et en tout cas, on pourrait espérer que, pourquoi pas, dans le quartier, eh bien, si on n'a pas l'espace chez soi pour faire une réunion familiale, eh bien, on la ferait sur la place parce qu'il y aurait suffisamment d'espace, parce qu'il ferait beau et qu'il y aurait quelques bancs ou quelques tables. Donc plusieurs idées en vrac, mais ce qui me paraît peut-être la plus, comment dire, différente, ou la piste, c'est l'histoire, et je sais que c'est contesté aussi, mais c'est cette idée de Wi-Fi, parce que je l'ai vu tellement pratiqué, si vous voulez, tellement, c'est-à-dire que quand vous voyez, vous allez dans les cafés, les jeunes aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années, vont travailler, vont passer des journées entières, n'est-ce pas? Et même de jeunes adultes vont s'installer aussi pour travailler, parce que c'est un outil de travail quand même de plus en plus incontournable. Donc c'est une réflexion. Un tac-au-tac rapide sur ce que vous venez de dire. Alors d'une part, New York a commencé sur le guérilla gardening, donc jeter des bombes de graines littéralement dans la rue et créer des jardins, c'est à New York que ça a commencé. Enfin, il y a eu d'autres endroits, mais disons qu'en termes de mouvement, c'est vraiment là que ça a commencé. Donc ces jardins partagés, un peu, de prise de territoire sur la ville, ça a commencé là. Et puis, pour revenir aux jeunes, alors quand je suis arrivée tout à l'heure, comme je ne connaissais pas le lieu, du coup j'ai fait le tour avec mon appareil photo, j'ai fait plein de photos. J'ai vu vos ados justement dans la rue Maubec, un petit groupe, tout d'un coup, un peu dans l'obscurité, au moment où il y a la cour, on n'est pas trop vu d'un côté, pas trop vu de l'autre, donc voilà. Mais c'est la vie. Et ça, c'est vraiment important, cet espace de mystère, il ne doit pas être stérilisé lui non plus. Il existe, il a sa réalité. Et puis enfin, dernier point, le Wi-Fi. Ce que je montrais tout à l'heure sur les bancs à la Défense, il y avait plusieurs sites et il y avait notamment un site qui était c'était des boîtes, hein, c'était des caisses, et sur lesquelles on pouvait venir avec son ordinateur, se brancher et au milieu de la place. Moi j'ai entendu, j'étais beaucoup intéressé et je partage totalement votre point de vue sur la sécurité. En tant qu'adjoint à l'urbanisme, je vois, même si ce n'est pas autorisé, une floraison de murs le long des rues qui font que nous ne sommes plus dans une ville qui est accueillante, mais qui est une ville d'insécurité. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où j'ai un mur devant ma maison de 2 mètres, eh bien ça laisse libre cours à toute insécurité à l'intérieur de la maison aussi. Donc ça, je crois que c'est important. Si je fais j'ai l'inconvénient d'avoir un long passé sur cette ville en tant qu'adjoint. Si je regarde l'évolution quand on concevait la ville autrefois, l'espace public n'était pas dans les recherches un élément important. Or, je pense que maintenant,
si nous voulons, et la volonté c'est de pouvoir amener les gens à vouloir vivre en ville, mais non pas s'en échapper dès le vendredi, parce qu'on pense que c'est un traumatisme ou en tout cas, oui, un traumatisme de vivre dans la ville. Et il faut absolument, dans notre approche future, dans l'approche que nous avons actuellement, mais qu'il va falloir sûrement développer encore plus, et au niveau des urbanismes, il y a un travail très important qui a été fait depuis quelques années, c'est de replacer l'espace public dans la ville et justement de faire en sorte que cet espace public, il ait autant d'importance que la construction. Et je pense que si on a cette notion, si on prend en compte cette notion, je pense que ça changera totalement la relation des uns avec les autres. Nous sommes, et nous le constatons, enfin, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais on ressent un individualisme forcené dans la population de plus en plus, et je crois que cet individualisme, c'est un peu nous qui l'avons créé par notre forme de ville telle qu'elle s'est construite depuis un certain nombre d'années. Tout simplement parce que l'on n'a pas pensé à ces lieux de convivialité, ces lieux, et lorsque tout à l'heure vous disiez, c'est vrai qu'il faut voir la lumière du voisin, c'est important, tout simplement pour justement avoir cette notion de vie et cette notion d'approche humaine telle qu'elle disparaît parfois par la construction, telle qu'on la conçoit quelquefois. Hein. Je ne sais pas si c'est une approche très personnelle que j'ai, mais je pense que c'est un constat et c'est important. Et c'est vrai, je voudrais revenir aussi sur l'espace public. Quand on parlait de voirie autrefois, on ne parlait pas d'espace public, on parlait de la voirie. Maintenant, on ne parle plus de voirie, mais on parle d'espace public. Et je trouve que ça, c'est un des progrès importants qui va nous amener sûrement à réfléchir sur la façon dont on conçoit l'espace public dans lequel tout le monde doit se retrouver, c'est-à-dire le piéton, le cycliste et l'automobiliste. On a quand même conçu notre réseau et notre ville pour la voiture pendant 20 ou 30 ans. Donc je dirais le passage maintenant au partage devient un peu plus compliqué. Je rajouterais la cycliste, l'automobiliste et la piétonne. Oui, mais ça mais c'est normal. Et vous avez bien fait de m'en comprendre. Est-ce que quelqu'une, du coup, veut rajouter quelque chose? Quelqu'une Floriane, peut-être d'un regard extérieur, non? Je sais pas, ça peut toujours être intéressant. Oui, enfin moi. Tu te présentes? Oui, moi je suis Floriane, je suis étudiante en master de recherche de géographie à l'université de Bordeaux 3 et je travaille avec Yves Rebaud sur la place des femmes dans un projet de ville durable. Donc j'ai suivi un petit peu ce projet avec un regard un peu extérieur, en disant pas grand chose mais en notant beaucoup. Ce que je retiens surtout, et ce qui a été dit plusieurs fois ce soir, c'est le travail en amont. Qui me semble assez important en fait, parce que partir du bas c'est bien, mais il faut aussi voir ce qu'il y a en haut. C'est-à-dire que moi, après je fais un lien aussi avec mes propres enquêtes que je suis en train de faire actuellement. Mais ce travail en amont est important parce qu'en étudiant par exemple tout ce que les techniciens, les élus de la CUP pouvaient dire sur la politique vélo, on s'aperçoit qu'ils ont une vision quelque peu masculine. Et c'est un petit peu comme ça dans tous les cas. Donc avoir cette démarche participative, elle est intéressante, mais il faut aussi effectuer ce travail en amont auprès des techniciens, des élus, et leur montrer qu'il n'y a pas que des hommes qui font du vélo, qu'il n'y a pas que des hommes qui traversent l'espace public, qu'il n'y a pas que des femmes qui font leurs courses, etc. etc. Je ne veux surtout pas conclure,
mais donner un point de vue suite à ce qui a été dit. Il y a plusieurs sujets qui me paraissent qu'on prendra en compte. Hein. Première chose, qui rejoint ce que Chris a dit et ce que vous avez dit, c'est le fait qu'on ne fasse pas des aménagements spécifiques par genre. Ça, je pense que ça, c'est ce que je retiens. On est arrivé ici de manière ouverte, c'est-à-dire sans a priori. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut que l'espace soit accueillant pour tous, qu'il y ait un maximum d'usages. Parfois, il y en a certains qu'on ne pourra pas mettre dedans parce que ça fera trop, en même temps que l'endroit soit accueillant et une capacité d'ouverture, mais qu'en même temps, on y crée à l'intérieur des espaces pour des proximités. Ça peut être un jardin, ça peut être des bancs qui se regardent, ça peut être mais on sait faire, et puis vous avez vu ça dans l'agglomération ou dans votre ville. C'est-à-dire que c'est absolument pas une place simplement à voir, dans laquelle on aurait un grand plateau, et puis où tout se passerait à des moments différents, mais c'est une place qui peut être accueillante, qui peut accueillir des choses différentes, mais qui en même temps permet des usages différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir les boulistes, mais on peut avoir aussi des gens qui s'assoient et qui mangent un sandwich. On peut aussi avoir des gens qui discutent, qui se mettent dans un endroit et qui discutent. Probablement, qui travaillent aussi. La Wi-Fi, ça me paraît une évidence. Ce que vous avez dit, c'est clair. Il faut que la Wi-Fi soit, si on aménage dans 3 ans la place, il y aura la Wi-Fi. Ça me paraît évident. Enfin, je travaille dans beaucoup d'autres endroits, c'est mon métier. Maintenant, la Wi-Fi, on la met. Donc, il faudra qu'elle y soit. Et du coup, on pourra y travailler. Et puis, il faudra que les parcours soient, pour tout le monde, agréables. C'est-à-dire quand on va de l'école à la place, ou quand on va de la place au bistrot, ou du bistrot à la boucherie, ou de la boucherie au conservatoire, il faut que tout ça, on puisse le faire de manière aisée. Il y aura des voitures qui continueront à passer, mais qui n'auront que leur place. Il y aura du stationnement, mais qui n'aura que sa place. Par exemple, il ne faut pas que cette place devienne ou reste, si elle l'est, un endroit où on pose sa voiture le matin et on la reprend le soir. Parce que les voitures prennent la place d'autres usages dont vous avez besoin et dont on a besoin tous, et pas simplement les femmes ou les hommes, dans une place comme celle-ci. Donc oui, je pense qu'il y aura... elle vivra de manière différente suivant les temporalités, le matin, le midi, l'après-midi, en fin d'après-midi ou le soir. Il y aura plus de lumière, mais on ne va pas en faire un éclairage de stade. Il y aura une complexité dans cette place avec des endroits ouverts et puis des endroits qui seront plus, non pas secrets, parce qu'on est en ville et que le distributeur, tout à l'heure, on ne se sent pas bien pour aller chercher de l'argent là. Donc les endroits secrets, il y aura des endroits de proximité. Secret, c'est autre chose. On a d'autres endroits pour faire des choses secrètes. Dans une place qui fonctionne énormément, les endroits secrets, moi je les prends avec des pincettes. C'est-à-dire que les espaces publics ne sont pas des espaces dans lesquels il faut favoriser le conflit ou favoriser les dévoiements, et je ne suis pas du tout sécuritaire, loin de là, et je pense que desserrer l'étau, comme vous l'avez dit, c'est non seulement sur l'élu, l'étau de la sécurité et de la règle, c'est non seulement sur l'élu, mais c'est aussi sur le technicien, sur l'architecte, sur le paysagiste, et du coup aussi sur tout le monde. Hein, c'est-à-dire qu'il faut desserrer cet étau-là, mais de toute façon, on ne l'aura pas desserré quand on va faire la place Jean Jaurès, parce qu'il y a du boulot derrière. Hein. On a beaucoup fait de règles depuis 30 ou 40 ans, on en a fait presque, c'est peut-être rassurant, mais nous, on vit ça tous les jours, on vit avec ça tous les jours, et je peux vous dire que la légèreté, il faut aller la chercher, et c'est dur de la trouver à cause de tout ça. Donc, ce que je retiens, c'est le fait de... J'ai très peu parlé de sécurité, c'est le fait que ce soit accueillant, qu'il y ait des endroits plus de proximité, c'est que ce soit accueillant pour tous, les femmes, les hommes, y compris pour les ados ou les jeunes, tout court. C'est qu'il y aura de la Wi-Fi, qu'il y a aussi des arrêts de bus
Donc il y a des usages qui sont liés aux arrêts de bus, et tout ça doit cohabiter de manière fine. En plus, pour avoir quelques années de travail, je sais aussi qu'il ne faut pas trop imaginer à l'avance tous les usages, parce qu'il faut aussi que la vie prenne sa place et qu'elle ait la capacité d'évoluer. C'est-à-dire que c'est toujours important pour nous de savoir comment ça vit aujourd'hui. Mais demain, quand on va avoir aménagé, regardez toutes les places que vous avez vues aménager à Mérignac ou ailleurs, la vie a changé, les usages ont changé. Et donc on va travailler sur un travail assez fin, distance des usages. Les boulistes, c'est un usage qui est très intéressant. Le fait de s'asseoir et prendre un sandwich, c'est un usage intéressant. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Il ne s'agit pas de les opposer, mais de les faire coexister dans un projet et dans un espace. Et le temps va faire évoluer ce site. Et le temps, peut-être, la manière dont il vivra dans 10 ans, peut-être conduira à des évolutions de l'aménagement aussi. C'est-à-dire que partons plus sur cette complexité d'usage et dans laquelle, du coup, le sujet du genre, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit, va trouver beaucoup plus aisément sa place que dans l'idée d'avoir une partition encore, sachant qu'on crève de la partition, c'est-à-dire on a la ligne des piétons, qui est en général assez étroite, on a la ligne des arbres qu'on met là où on peut quand il n'y a pas de réseau, la ligne du stationnement, la ligne des vélos, la ligne des bus et la ligne des voitures. Et tout ça, ça doit faire à peu près 45 mètres pour que tout le monde soit confortable, sauf que les rues, elles font 12 mètres ou 20 mètres. Et du coup, on se retrouve avec justement une partition de cet espace qui est complètement contradictoire avec ce qu'il faut sur cette place. Il faut que tout ça coexiste. Donc voilà ce que j'ai compris de ce que vous avez dit auparavant et analysé et commenté, Chris. Voilà ce que j'en tire. Je ne sais pas, Nicolas, ce que tu en penses. On n'est pas dans une démarche participative classique, et on est dans une expérience. Et que cette expérience sur un sujet comme le genre a vocation à faire changer un peu l'état d'esprit des acteurs de l'aménagement. Quelqu'un disait, toi, c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. On en est tout à fait conscient, on n'est pas là pour se tout-flageller en disant on a mal fait avant, mais le temps change, on a une autre façon de vivre la ville. On a bien vu que cette agglomération, il y a eu un regain d'intérêt pour le vivre dehors, vivre en ville, c'est le tramway qui a un peu déclenché ça, on a beaucoup travaillé sur les espaces publics avec le tramway, on a un peu changé de culture, et là maintenant on change un peu, enfin on ne change pas, on fait évoluer cette culture parce que le contexte n'est plus le même, on s'aperçoit qu'effectivement on va avoir affaire à un problème pour un vieillissement de population, donc des usages différents, on va devoir adapter notre climat urbain à ce qui va se passer dans 30 ans, changement climatique, etc. Donc s'il faut planter des arbres, c'est maintenant, pourtant tout le temps, etc. Donc c'est un état d'esprit qui est en train de changer, on a moins d'argent public à dépenser dans l'espace public, et d'autant plus si on veut que cet espace public ne soit pas figé comme on faisait avant pour 50 ans. Donc c'est ce changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Et ce type de démarche nourrit ces changements de mentalité. Et pour rajouter un truc que j'ai oublié, c'est que, en fait, plutôt que de dire on fait ceci parce qu'on veut répondre au sujet du genre, alors je l'ai dit de manière générale, je pense qu'il est plus intéressant de prendre cette idée d'être d'un espace accueillant pour tout le monde et dans lequel la coexistence est permise et qui peut évoluer, et que à chaque étape de la réflexion sur la place, on est sur des choses concrètes qu'on vous présentera, qu'on ait une discussion sur ce qu'on vous présente, où on approfondit justement ce que quand on va vous dire il y a un banc là, on vous propose un banc là, des arbres là, tel truc à tel endroit, la trottoir qui vont de tel endroit à tel, etc. Enfin, que vous réagissiez, vous continuiez à réagir sur ces étapes de présentation. Et ça me paraît plus fécond que le fait de dire, parce que vous avez dit ça, du coup, nous, on va faire ça en termes de prise en compte de la vie des femmes dans l'espace urbain. Par rapport à la genèse de ce groupe et à la réflexion, c'est comment
quelle est votre capacité en tant qu'aménageur, de constructeur de la ville, de prendre en compte la question du genre? Là, on est dans l'exercice de style, de cette place, etc. Mais j'ai envie de dire, peu importe, l'objet, il est plus vaste que ça. C'est comment vous pensez qu'on peut faire évoluer les pratiques pour prendre en compte le genre dans la construction de la ville? Exactement. Je ne sais pas qui est la question posée. Moi, je retiens toujours cette même réflexion. D'abord, la poser, la mettre sur la table, sans forcément avoir une réponse, mais déjà avoir la question. C'est-à-dire que cette question soit posée. On fait aujourd'hui, systématiquement dans les projets, enfin Sandrine peut en témoigner, systématiquement dans les projets auxquels on participe, on demande à ce qu'il y ait un programme. Le sujet du genre peut être mis dans le programme. Ensuite, une des conclusions temporaires de cette séance de travail, c'est de dire il ne suffit pas de dire on va faire une ville pour les femmes comme on a une ville pour autres, c'est plutôt comment on accueille tout le monde et dans des conditions qui sont agréables, plutôt non conflictuelles, ce qui est aussi à l'heure à certains moments, parce qu'on ne va pas tout empêcher les conflits dans la ville. Pour travailler l'espace public depuis longtemps, il y a des conflits qu'on peut gérer, d'autres qu'on peut anticiper, d'autres qu'on ne peut pas. Et c'est comme ça, heureusement, parce qu'on ne réglemente pas la vie tout court. Je pense aussi au fait donc, que ce soit posé comme un des sujets du programme, que sur les propositions, au moment, quel que soit le lieu, au moment, à la fin du programme, ou durant le programme, ou au niveau de l'avant-projet, ou au niveau du projet, on se pose de nouveau la question, mais pas nous, que d'autres gens réagissent à ces propositions. Comme on est en train de travailler avec madame qui est derrière là-bas sur le sujet de la concertation sur les projets nouveaux, qu'on accompagne, avec le sujet du genre, à un moment donné, on se le pose sur les projets qui vont peu à peu être dessinés, être produits, et qu'on se le pose, mais pas nous seuls, que des gens extérieurs viennent dire, ben voilà, quand vous faites ça, moi, en tant que femme, ben voilà ce que je ressens. Vous voyez, c'est un autre sujet, une autre des manières de le prendre en compte. Et puis peut-être qu'il y aura parfois des choses spécifiques qui sont faites. Mais moi, je n'ai pas la réponse comme ça en vous disant, parce qu'on s'est posé la question de cette façon aujourd'hui, voilà les réponses qu'on aura dans l'avenir. Je crois plus à l'intérêt de réagir sur des propositions à chaque étape, plutôt que de se dire on va faire un cahier des charges. Des cahiers des charges, on en a des tonnes. Ça, si je mettais tous ceux qu'un chef de projet doit lire, ça va du sol au plafond. Et heureusement, comme il travaille, il faut bien qu'il avance. Du coup, il ne lit pas tous les cahiers des charges. Les cahiers des charges, c'est comme les règles. Ça nous rassure, mais ça ne fait pas beaucoup avancer les choses. Donc sur ce sujet, je crois plus au fait de la discussion à chaque étape de l'évolution. Je voudrais rajouter un petit mot sur ça. D'une part, en réponse à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire et auprès des élus et auprès des aménageurs, aménageuses, et dans les écoles d'archi, dans les écoles urbaines, il y a des travaux à faire à ce niveau-là. D'abord, d'analyser l'existant et d'analyser l'histoire, parce que l'histoire nous dit beaucoup sur la façon dont l'espace public a été construit et nous donne aussi des pistes sur la façon dont il faut le déconstruire. Donc, avec quoi on vit? On vit quand même dans des rues qui sont encore sur des schémas qui relèvent du 19e siècle, voire même avant. Donc, est-ce qu'on est encore en train de vivre au 19e siècle? Non. Nos modes de vie ont changé. Il y a des largeurs de rues qui avaient été calibrées à l'époque. Des choses, il y a certains quartiers qui ont évolué, on est bien d'accord. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même encore des modes de vie et des structures de la ville qui sont encore calquées sur ça. Donc, il est vraiment temps de s'interroger, de savoir ce qu'on veut faire de cette ville de demain, à l'aune de ça, et n'oublions pas que cette ville-là, elle avait été construite, si je reprends la ville haussmannienne, elle avait été construite pour nettoyer la rue, et les femmes en avaient été très largement sorties, parce qu'on avait dit, elles relèvent de l'espace privé. Donc on est toujours dans ces cadres-là, on est toujours dans ces structures-là, et donc il est très nécessaire, au niveau de l'enseignement même, là aussi de desserrer les taux, et de remettre à plat, de relire l'histoire,
et de voir ce qu'on veut pour demain. Juste un mot pour dire, j'ai entendu parler pensons l'avenir, oui, moi je pense qu'il ne faut même pas regarder à 2020, il faut se dire qu'est-ce que cette ville en 2050 et qu'est-ce que serait cette place en 2050. Est-ce que la rue, est-ce que cette avenue de la Libération aura complètement disparu? Est-ce qu'on aura un tram qui passera là et il y aura des commerces par contre de la place de l'église à Caperon, je pense que oui. Peut-être qu'il y aura des commerces, mais il y aura peut-être autre chose. Peut-être que le commerce se fera autrement. Donc il est intéressant de réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on veut, et se projeter plus loin que juste demain. Et la deuxième chose, je crois que c'était la clé pour ce soir, c'est que cette place, et tu as ouvert en plus la porte, il y a peut-être une quatrième étape, allons-y. Il y a un récit, et ce soir on a parlé d'un récit, on a raconté la vie, et je crois qu'il faut revenir encore un petit peu plus sur le récit, c'est-à-dire d'écouter chacune de vous ici, raconter pourquoi, qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que ma place, qu'est-ce que je fais, comment je m'y projette, avec qui, où vit ma famille. Ce récit-là, il nous dit des choses. Il y a une chose que j'ai relevée dans ce qui a été dit, il y avait beaucoup de critiques sur, j'ai parlé tout à l'heure de zones qui pouvaient être anxiogènes, qui pouvaient être accidentogènes, qui pouvaient être difficiles à franchir. Mais j'ai entendu aussi, enfin j'ai lu plus exactement, une phrase qui a été dit, mais surtout attention, ne touchez pas à nos arbres. Et là, dans nos arbres, il y avait vraiment mon quartier, les choses que j'ai vraiment adoptées, et ça, n'y touchez pas. Donc cette histoire-là, il faut, je pense, dans une quatrième étape, peut-être la faire grandir encore un petit peu plus, aller écouter encore un peu plus, pas forcément traverser la rue, mais faire ce travail de fourmi, de faire remonter encore un petit peu plus ce que les gens vivent ici, comment ils vivent, qu'est-ce que les jeunes du collège vivent, par où ils passent, et pas seulement par la place, un petit peu au-delà, cette circulation-là, parce que je pense que c'est elle qui va nous dire comment on va conduire aussi la reconstruction. Voilà. Bon, mais merci Chris, merci à tous.